Enfin, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous m'avez vu me foirer pour mon introduction, j'avais muté mon micro. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour discuter dans le cadre de cet épisode Good Luck Have Fun avec Rémi qui vient tout simplement nous partager son parcours mais également son sujet de thèse et tout ce qu'il a pu faire dans l'industrie du jeu vidéo jusqu'ici. Bonsoir Rémi, comment vas-tu? Ah, très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis très très heureux de te retrouver ce soir. Sincèrement, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous proposer un nouvel épisode de Good Luck Have Fun et évidemment de pouvoir discuter avec toi. Donc vraiment, ça annonce une très très belle soirée en perspective et je vois qu'on est déjà nombreux ce soir dans le chat, donc ça fait toujours très très chaud au cœur. Bon, première question peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok. Bien, moi, c'est Rémi. Je suis doctorant-chercheur à Sorbonne Université au sein du laboratoire d'Institut de robotique et de systèmes intelligents. Je suis aussi doctorant-chercheur à Ubisoft en sciences cognitives. Ok, super, c'est ultra précis, c'est mieux fait que je n'aurais pu jamais le faire. Alors, est-ce que tu pourrais également commencer par nous partager un petit peu, eh bien, comment est-ce que tu as découvert le jeu vidéo pour aujourd'hui te retrouver à la fois en tant que chercheur dans les locaux de Sorbonne Université, mais également chercheur chez Ubisoft. Donc voilà, revenir un petit peu peut-être aux sources pour nous partager bah, d'où vient ta passion actuelle et d'où vient toute cette force, cette énergie que tu as pu investir dans ta thèse. Je dirais un peu comme tout le monde, ça arrivait très tôt. C'était, je pense, un de mes premiers hobbies, peut-être dès la maternelle, tu vois, avec la Game Boy. Ok. Donc ça m'a suivi tout du long de ma scolarité, comme une passion parmi tant d'autres. Je me suis un peu calmé, j'avoue, pendant la période post-bac, pour des raisons de temps, en fait. Évidemment. Mais ensuite, ça a toujours été un hobby qui m'a suivi, puis je me suis toujours aussi intéressé à l'industrie. Donc, c'est de fil en aiguille après par rapport à mes intérêts de recherche que ça s'est fait très naturellement. Et est-ce que tu te souviendrais du premier jeu auquel tu as joué? C'est une question piège parce que c'est jamais simple, mais alors sinon le premier jeu, celui qui t'aurait le plus marqué dans ton enfance et qui t'a fait dire ok, c'est quand même un univers méga stylé. Je peux répondre aux deux questions. Ah, trop Le fort, vas-y, je t'en premier, prie. le premier, c'est Space Invader Ok. sur Game Boy, qui était du coup un remaster de l'époque sur Game Boy. Euh, et ensuite, qui m'a fait vraiment avoir une claque, et je pense qu'il est aujourd'hui, si je devais te dire un jeu préféré, c'est Metal Gear Solid 3 notamment, qui m'a fait vraiment avoir une claque en termes de réalisation et puis même d'expérience de jeu. Est-ce que tu peux rapidement, alors je vais faire une annonce terrible, je n'ai jamais joué à aucun jeu de la série Metal Gear, je crois qu'il n'y en a pas qu'un seul. Est-ce que tu pourrais Non. rapidement nous expliquer, pour celles et ceux qui, comme moi, sont incultes, rapidement en fait le concept du jeu Metal Gear, son histoire, sans tomber dans le spoiler si possible? C'est une question compliquée, hein, Rémi. Ouais, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est une de ces franchises où il y a des bonds dans le temps. Ok, d'accord. Donc, le 3 se passe avant les autres, par exemple. Mhm. Donc, non, en fait, enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la base, c'est une franchise qui est basée sur l'espionnage. Elle a surtout marqué l'industrie avec sa réalisation, qui était en fait très inspirée des films. Ok. Et c'est là où en fait, on s'est rendu compte qu'avec le médium du jeu vidéo, on pouvait créer du spectacle et du coup un attachement en particulier. Trop bien. Et ben c'est parfait parce que du coup, alors, tu fais une transition pour la seconde partie de cette interview, mais alors avant de s'intéresser aux jeux vidéo comme objet d'étude, aussi bien pour toi en tant que chercheur, mais également en tant qu'employé chez Ubisoft, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours étudiant. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton aventure post-bac, savoir un peu comment tu l'as abordé et du coup les études que tu avais envisagées à l'époque et que tu as pu faire? Ok. Déjà, j'ai fait un bac ES. Après mon bac, j'étais face à deux choix majeurs. Soit aller dans une direction plutôt artistique et créative, soit rentrer dans l'aspect scientifique qui m'intéressait par le post-bac. C'est-à-dire que j'avais soit une envie de faire de la réalisation pour rentrer dans l'industrie du cinéma, soit faire de la psychologie. Donc les deux choix étaient possibles. J'avais les deux opportunités qui étaient face à moi lorsque j'ai fait mon bac. Et j'ai choisi de faire de la psycho, ce qui est étonnant parce qu'on m'a toujours rabâché qu'en psycho, j'aurais pas d'avenir. Mais j'ai choisi de faire psycho parce que je trouvais que c'était un moyen, en fait, de former des bases d'apprentissage et puis même
Je m'étais dit que le cinéma, ça pourrait toujours être quelque chose auquel je pourrais retourner. Donc, je me suis orienté vers la psychologie en premier temps en licence. Euh, C'était une période assez compliquée par rapport à justement les débouchés, dans le sens Ouais. où la psychologie, on est souvent amené à être formé pour devenir psychologue. Mais dans mon cas, moi, ce qui m'intéressait avec la psychologie, c'était de comprendre le fonctionnement de l'esprit. Mhm. Et pendant du coup ma formation en psychologie, j'ai découvert différents champs de la psychologie. Donc il y en a la psychologie de développement, clinique, etc. Et moi j'étais plutôt sur la psychologie cognitive, donc celle qui va s'intéresser à l'esprit et donc comment il fonctionne. Et ensuite j'avais une autre matière, une matière optionnelle que je trouvais super intéressante, qui était la physiologie. Et donc la physiologie, c'est celle qui s'intéresse à comprendre enfin, le fonctionnement du cerveau. Et donc on a la psychophysiologie qui fait le lien entre la psychologie humaine et puis son fonctionnement biologique. Ok. Et après ma licence, j'ai du coup fait naturellement en fait une passerelle en neurosciences cognitives, puisque c'était du coup l'opportunité d'étudier euh, le, psychologie humaine, mais dans un contexte très appliqué à son fonctionnement neuronal. Ok, neurosciences cognitives, donc Mm. en quoi ça consiste exactement? J'ai que comprendre, donc le cognitif, c'est comprendre comment le cerveau fonctionne, mais Ouais, les neurosciences, c'est un terme global qui enfin, recoupe un ouais. ensemble de sciences, ou à quoi est-ce que ça fait référence? À la base, les neurosciences, c'est les sciences qui s'intéressent à la neurologie. Ok, Et donc, en fait, tout ce qui est lié à l'application euh, de la biologie pour comprendre la psyché. Donc, en fait, l'idée, ça a été de comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, dans cette formation, j'ai appris à devoir disséquer le cerveau, mais pas physiquement, juste mentalement, disséquer le cerveau en fonction de différentes zones, avoir une approche très localisationniste, c'est-à-dire ce lobe du cerveau est responsable de telle activité cérébrale, etc. Pour en fait comprendre comment euh, un peu rationaliser en fait la psyché par la matière. ok, rationaliser la psyché par la matière, qu'est-ce que tu entends exactement derrière ça? Parce que je suis pas du tout Euh, expert, donc je préfère creuser ces non, ouais. sujets-là, c'est super intéressant. En fait, c'est par exemple étudier comment fonctionne la douleur au niveau du cerveau, comment on transmet les signaux associés à la douleur qui peuvent avoir une influence sur la psyché. Par exemple, comment on va pouvoir atténuer les douleurs par différentes substances, etc. Enfin, tout ce genre en fait de comment fonctionne, comment le corps fonctionne à travers sa relation avec le cerveau, avec l'organe qui est le cerveau, et comment cette imbrication entre les deux a une influence sur notre manière de se comporter. Ok, c'est extrêmement intéressant. Et donc tu termines ce master et directement, en fait, tu t'intéresses à l'industrie du jeu vidéo, ou est-ce que avant cela, Non. il y a eu un parcours Ouais. voilà, construit, qui parfois peut être compliqué, ou qui t'a amené dans des situations que tu aimerais partager avec nous ce soir? Bah oui, carrément. En fait, quand j'étais en master, j'ai eu l'opportunité de faire de nombreux stages qui m'ont permis de découvrir d'autres champs disciplinaires que la neuroscience cognitive, euh, comme par exemple la philosophie, la linguistique ou l'intelligence artificielle. Ok. Et en fait, quand j'ai terminé mon master, je n'avais pas envie de m'arrêter là. J'avais envie d'étudier encore d'autres thématiques et puis surtout avoir en fait mon propre sujet de recherche, m'approprier en fait toutes les connaissances que j'avais pu accumuler à travers mes stages, à travers ma formation pour en fait un peu dire bah, j'ai fait cette recherche-là. Dans mon cas bien précis, j'ai du coup fait des expériences de stage en philosophie et dans le cadre de la philosophie de l'esprit, donc c'est-à-dire des thématiques comme comment on fait en tant qu'être humain pour interpréter l'intelligence d'autrui, par exemple. Comment comprendre en fait que la personne avec qui on interagit a des propres intentions, des propres émotions qui ne sont pas forcément visuellement perceptibles. Et de cette expérience, je me suis fourni, je me suis enrichi de ça et je me suis orienté ensuite vers l'intelligence artificielle qui était un sujet qui me passionnait à l'époque. Et j'avais envie, en fait, de relier les deux, c'est-à-dire de comprendre comment
les êtres humains, lorsqu'ils interagissent avec l'intelligence artificielle, ils le font pour attribuer des choses abstraites, des choses qui ne sont pas liées à de la matière, qui ne sont pas liées à de la logique mathématique, mais plutôt des choses qui sont plus de l'ordre de l'attribution mentale. Et donc, je me suis penché sur une question euh, très simple au premier abord, qui est l'intelligence dans le cadre des agents artificiels. Quand tu parles Donc, d'agent c'est artificiel, tu que parles de NPC du coup, j'imagine. non, Non? justement, C'est c'est ça encore qui m'a amené différent? au NPC. Ouais. En fait, ce qui m'a amené au NPC, c'est que je m'intéressais aux agents artificiels. Et les agents artificiels, c'est tout agent qui est lié à une intelligence artificielle. Ok. Donc, ça peut être par exemple une voiture autonome, un robot, ou encore un NPC. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai élaboré mon sujet de thèse et j'avais comme objectif d'étudier l'attribution d'intelligence dans le cadre d'interactions avec des agents autonomes, donc des agents artificiels. Et à ce moment-là, euh, à travers différents échanges avec des entreprises, il s'est avéré en fait une opportunité de financement par Ubisoft. Et c'est à ce moment-là où en fait j'ai appliqué mes questions de recherche au NPC et aux jeux vidéo. Ok, NPC pour ceux qui ne savent pas, du coup, ce sont Donc, les IA, playable les character. personnages que l'on peut rencontrer dans les jeux et avec lesquels on va pouvoir interagir, mais qui évidemment sont supportés par l'ordinateur de façon assez classique souvent, quand par exemple vous jouez contre l'ordinateur sur FIFA ou quand vous jouez à Skyrim et que vous interagissez avec des personnages non jouables, du coup, qui sont les NPC, Non-Playable Characters. C'est bien cela, Rémi, je me trompe pas? C'est ça, c'est Ok, exactement ça. ok, trop cool. On a déjà on a déjà une première question dans le chat de Kaito qui demande justement, alors c'est une question de prospectiviste, donc je fais une petite parenthèse, mais selon toi, IA et jeux vidéo, qu'est-ce que tu aimerais voir d'ici plusieurs années? C'est la question qui est posée, c'est très ouvert, mais puisque tu as cette expertise-là, ça peut être très intéressant d'avoir ton avis sur ce sujet. Alors, de base, l'IA est dans le jeu vidéo. Donc la question de l'IA en sens large, elle est un peu complexe à répondre parce qu'elle est déjà présente. Peut-être que c'est plutôt l'IA dans le cadre des NPC, j'imagine. Euh, Ça peut être également le cas, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment avec la Generative AI, notamment. hmm. Je t'en prie, continue. Bah, je pense qu'il y a des opportunités en fait pour développer de meilleurs NPC grâce à la technologie qui sous-tend l'intelligence artificielle. Après, ça relance en fait des questions de comment on s'en sert, Mhm. à quel point en fait on peut l'utiliser pour améliorer l'expérience de jeu. Parce qu'au final, la problématique qui se pose, c'est comment rationaliser la technologie par le game design. Parce qu'en fait, si on met énormément d'efforts pour créer une technologie qui est surpuissante, si les joueurs ne l'aperçoivent pas, ou en tout cas pas comme on aimerait qu'ils l'aperçoivent, et ben c'est l'inverse d'un quick win, ça peut être très néfaste. Donc du coup, ça peut être très intéressant, mais il faut Ouais. que ça soit très bien fait. Bah, je te rejoins complètement. Mais du coup, pour mettre fin à cette petite parenthèse, on revient sur donc, les diverses expériences que tu as pu avoir lorsque tu étais en master. Et parmi ces expériences-là, est-ce qu'à un moment, tu as eu l'opportunité de faire un stage dans l'industrie du jeu vidéo qui t'a convaincu justement de l'intérêt de faire du lien entre ce que tu avais pu voir en neurosciences, en IA avec les NPC ou pas du tout? C'était vraiment juste une opportunité de financement que tu as saisie à la volée. Non, c'est une opportunité que j'ai saisie à la volée. J'avais pas d'expérience dans l'industrie, j'avais uniquement des expériences en laboratoire académique. Donc ça a été un monde Ok. d'écart d'entrer dans l'industrie comme ça. Ok, et donc du coup, tu t'intéresses à l'industrie du jeu vidéo et tu commences ton sujet de thèse chez Ubisoft. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu donc sur les balbutiements de ce commencement de projet, nous expliquer comment ça fonctionne, une thèse du coup financée pas du coup par un acteur privé en l'occurrence, mais j'imagine en parallèle avec un acteur public également qui soutient ta thèse, un laboratoire. Voilà, est-ce que tu pourrais revenir sur ces sujets-là afin de nous éclairer un peu plus sur ces pratiques? Ouais, bien sûr, bah, sans rentrer dans les aspects administratifs qui sont pas forcément très fun à écouter, mais Clairement. ouais, c'est ce qu'on appelle en fait une thèse CIFRE. Quand on fait une thèse de doctorat, on a deux possibilités. C'est soit une thèse qui est financée par des fonds de laboratoire, soit des thèses financées par donc, le partenariat entre ce qu'on appelle la NRT et un fonds privé. L'intérêt en fait d'une thèse comme celle-ci, c'est qu'on n'est pas cantonné au laboratoire. On est Hmm. dans un domaine qui va être très appliqué, avec des rencontres avec des personnes du terrain qui vont pouvoir en fait enrichir nos questions de recherche. Et c'est du coup une très bonne question parce que
avant de démarrer ma thèse, j'ai eu un premier contrat à Ubisoft qui m'a permis de mettre justement un premier pas dans l'industrie. Et ça a été très utile parce que ça a permis en fait d'affûter et d'affiner la problématique de recherche. C'est-à-dire que pendant ce premier contrat, euh, j'ai rencontré la production, j'ai rencontré différentes productions de jeux, j'ai pu Mmh. rencontrer du coup différents acteurs de la production, du gameplay programmeur au game designer, comprendre un peu aussi leur point de vue sur mes questions de recherche, puisqu'il faut imaginer que eux ont leur problématique du quotidien qui est souvent il faut délivrer un jeu Mmh. d'un bon standard dans les temps, et arrive à leur porte un doctorant en devenir qui vient poser des questions qui sont peut-être pas des questions qu'ils ont envie de répondre dans leur contexte. Donc c'est des échanges qui sont très enrichissants en fait pour avoir un aspect très terre à terre et Mmh. du coup avoir en fait un objectif qui la thèse serve à améliorer aussi le métier de ceux qui produisent. OK, complètement. Et tu nous parles donc d'une première expérience avant de commencer ta thèse. En quoi est-ce qu'elle consistait exactement? C'était un CDD, c'est ça? Pendant lequel, Enfin, du coup, tu as eu, c'était quoi le titre principal? Et quelles étaient tes missions globalement, à ce moment-là? euh, c'était un contrat de pré-thèse qu'on a du coup utilisé juste de mon arrivée à Ubisoft jusqu'au lancement de la thèse, qui a été un petit peu retardé à cause du Covid. Bien sûr. Euh, mais c'était un poste de R&D Project Specialist. L'idée, c'était justement de mettre en place la roadmap pour la thèse. Donc, ça consistait à rencontrer, comme je disais, les game designers, les gameplay programmeurs, les différentes productions. Donc, mener des workshops pour OK. justement recueillir les besoins. Parce que ça, en fait, comme je disais, on est arrivé avec un sujet qui était très théorique, qui était probablement très éloignés aussi de leur quotidien. Et bah, nous, notre objectif, c'était pas qu'on fasse notre tambouille dans un coin et que ça ne soit pas utilisé en fait par les gens. Donc, Mmh. c'était le point d'honneur, c'était que ce premier contrat, ça soit un moyen que, dans un premier temps, on rencontre les gens, dans un second temps, qu'on permette aussi de communiquer sur ce qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire rencontrer les gens, comme je disais, mais aussi leur présenter ce qu'on peut faire, ce qu'on OK. veut faire et comment on peut faire. Donc du coup, ça a permis des échanges qui ont mené à des formations, comme par exemple me former à utiliser les logiciels ou encore les moteurs de jeu. Mmh. Puisqu'il a fallu que du coup, pendant la thèse, j'utilise des moteurs pour créer mes propres prototypes. Et donc, sans ce premier contrat, ça aurait été bah, du coup beaucoup plus difficile et surtout, j'aurais Ouais. été en fait beaucoup plus dépendant et j'aurais pu donc être perçu comme une charge aussi pour la production puisque eux, ils font ça de coup de manière totalement bienveillante et gratuite à ce Ouais. niveau-là. Voilà. OK, très bien. Bah, du coup, je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet, comprendre un petit peu ton projet de thèse, du coup. Donc, voilà, adresse-toi à nous comme si tu t'adressais aux personnes que tu as rencontrées pendant ton contrat de pré-thèse chez Ubisoft. En quoi consiste aujourd'hui le sujet de la thèse que tu viens d'ailleurs tout juste de déposer, si je dis pas de bêtises? Ouais, ouais, ça fait un mois que je vais te déposer. Euh, donc, dans ma thèse, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les joueurs perçoivent les NPC. Et plus précisément, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment les joueurs attribuent l'intelligence et la crédibilité. Alors, à la base, je suis arrivé avec uniquement le concept d'intelligence parce que c'était celui qui me paraissait le plus évident, dans le sens où, quand on regarde n'importe quel forum ou n'importe quel thread sur Twitter, on va voir que les gens critiquent l'intelligence des NPC dans les jeux. On va dire celui-là il est bête ou enfin ce genre de truc. Et ça paraissait évident qu'il y avait un souci que les joueurs perçoivent ce qu'on appelle l'intelligence défaillante des NPC. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, en faisant un peu de revue de littérature, on a pu observer qu'il y avait aussi un concept, une dimension qui était prépondérante et qui parlait beaucoup aux game designers, qui est la crédibilité. Donc, dans le cas de la crédibilité, il y a deux approches. Il y a une approche qui va être de est-ce qu'on veut simuler un comportement réaliste? Est-ce qu'on veut que les joueurs se disent, oula, j'ai l'impression d'interagir avec un vrai joueur? Ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas de FIFA, par exemple, Mmh. d'avoir un adversaire qui simule un humain. Ou sinon des jeux comme
Call of Duty ou d'autres types de FPS, où l'idée, ça va être que lorsque le joueur ne joue pas en ligne, en compétition, il affronte du coup des bots qui euh, simulent des comportements, on va dire, identiques à ceux de vrais humains. Mais il y a aussi une autre approche de la crédibilité qui va plutôt être à quel point les joueurs croient en fait dans l'interaction. C'est-à-dire, le concept en français est pas très parlant, mais c'est en anglais que c'est plus parlant, c'est believability. Donc c'est à quel point on arrive à croire dans l'interaction avec les NPC. C'est lié en fait à la suspension d'incrédulité. Donc ça vient à la base de la poésie, mais c'est surtout dans le cinéma que c'est utilisé, c'est-à-dire c'est notre capacité à mettre de côté notre croyance et notre logique de la vraie vie pour accepter celle d'un monde imaginaire. Et dans le cadre des interactions avec les NPC, ça peut être primordial en fait d'arriver à cette attribution. Et donc, en fait, dans ma thèse, euh, mon hypothèse, c'est que il faut qu'on comprenne mieux comment les joueurs euh, se créent des attentes vis-à-vis des NPC pour en fait ensuite améliorer leur design et donc en fait avoir concrètement une approche centrée utilisateur afin de pouvoir réduire l'écart entre les attentes et qu'ils perçoivent dans les jeux. Alors, quand tu parles d'écart entre l'attente du coup et ce qui est perçu dans le jeu, c'est-à-dire Mm, l'attente, tu fais référence à quoi exactement? C'est-à-dire ce qu'on va attendre par rapport à nos propres biais que l'on va appliquer dans le jeu c'est ça. ou autre? Très bien. Alors en fait, j'ai fait une étude sur ce sujet-là euh, où j'ai manipulé l'apparence et le comportement de personnages. Et dans cette étude, j'étais dans un contexte de jeu militaire. Et dans un contexte de jeu militaire, on attribue des rôles à des NPC. On va avoir les ennemis, on va avoir les civils, généralement, qui vont être des otages ou des alliés. Et on va souvent se baser uniquement sur la détection de leur apparence. C'est-à-dire qu'on va détecter qu'il a une apparence de soldat pour déterminer que c'est un ennemi. Et souvent, le comportement sert pour confirmer notre attente que c'est bien un ennemi. Et dans cette étude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai manipulé les paramètres. C'est-à-dire que j'ai créé des NPC euh, qui viennent défier les attentes des joueurs. C'est-à-dire qu'on va voir un civil, donc on va le percevoir comme étant non menaçant et comme étant un otage, ou en tout cas pas un ennemi, et il va avoir un comportement agressif envers le personnage du joueur. Et on va aller regarder ensuite comment les joueurs perçoivent l'intelligence de ce civil agressif comparé à un civil qui viendrait se rendre. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que dans un jeu type militaire, on va plutôt préférer à ce qu'un pardon, à ce qu'un NPC se comporte comme on devrait en fait s'attendre à ce qu'il se comporte. C'est-à-dire que dans un jeu militaire, on n'a pas envie qu'un civil nous attaque, ou, ou du moins on préfère que ça soit un soldat, parce que c'est plus cohérent, c'est plus crédible et plus intelligent. Ok, et donc du coup, l'intelligence, elle se base sur nos propres biais en fait que chacun a et qui sont plus ou moins proches du monde réel. Mais alors dans ce cas-là, quand on prend par exemple, imaginons un jeu comme Skyrim qui se base dans un monde complètement, Mm. c'est mon thème ce soir Skyrim. Je ne sais pas pourquoi, me posez pas la question. Mais prenons Skyrim comme idée. Comment est-ce que l'on définit du coup dans ce genre de jeu l'intelligence ou la crédibilité en fait d'un NPC par exemple qui va être une créature mythologique ou un dragon par exemple qui fait aussi partie de l'environnement. Je ne sais pas si on peut directement interagir avec. Mais ça doit être le cas probablement. J'ai pas fini Skyrim, en effet, donc mon exemple est mauvais, mais bref. Mais en gros, comment est-ce que du coup, cette fois-ci, on va reposer sur quoi pour justement travailler l'intelligence et la crédibilité de ces NPC-là, justement? Bah, en fait, ça dépend du coup d'où on se situe. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence, encore une fois, c'est pas une intelligence qu'on quantifie. C'est-à-dire qu'on va pas aller voir le NPC et lui faire passer un test de QI, au contraire. Ce C'est serait drôle. plutôt, on va aller. Ouais. Et encore, je pense pas qu'il pourrait le faire du coup. Il a que des comportements qui sont limités, donc il sera obligé de juste attaquer si c'est un ennemi. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer l'intelligence selon deux dimensions principales. C'est à quel point il est performant pour la tâche auquel tu t'attends. Donc, par exemple, si c'est un ennemi, à quel point il va être difficile à affronter. Et ensuite, il va y avoir une autre dimension qui va être à quel point tu comprends ce qu'il fait. Donc, par exemple, si il t'attaque, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi et qu'il te bat, bah, tu vas pas le trouver forcément très intelligent, tu vas plutôt le trouver cheaté, tu vois. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va essayer de, de, d'observer chez le joueur. On va plutôt essayer d'avoir une, un mix entre de la performance et de la compréhension, de sorte à ce qu'en fait, tu aies une expérience qui soit fluide.
Ensuite, en termes de crédibilité, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on est dans Skyrim, on va utiliser nos stéréotypes et nos connaissances qui proviennent en fait de tout un tas de sources. Donc ça peut être l'univers en fait SF avec par exemple le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses, qui vont faire en sorte que quand tu vas voir par exemple un garde ou autre, tu vas anticiper en fait ses actions et si ses comportements fit avec tes attentes, bah tu vas trouver ça plus crédible que s'il se passe quelque chose qui n'est pas attendu. OK, c'est super clair, du coup. J'aimerais revenir à un moment, tu as abordé du coup, donc tu as toi-même manipulé des environnements, donc des jeux, pour capter en fait les différentes réactions. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que du coup, les neurosciences, c'est un domaine très particulier, pour étudier en fait la réaction des joueurs et des joueuses face justement à ces nouveaux stimuli, j'imagine que tu as accès à des méthodes, de nouveaux moyens d'études. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ce soir et du coup, voilà, nous expliquer comment tu as fait pour étudier les réactions des joueurs et des joueuses notamment, et les supports auxquels tu as pu avoir accès justement. Ouais. Euh, je dirais qu'en fait, c'est une approche qui se veut flexible, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas d'arriver avec une méthode qui est finie et appliquer, par exemple, une grille d'observation et dire, bah, voilà ma méthode, je l'applique. Donc, je m'adapte, en fait, surtout au contexte dans lequel je suis. C'est-à-dire que si je suis dans de l'interaction verbale, j'aurai pas la même méthode que si je suis dans de l'interaction non verbale. Donc, dans le cas des interactions avec les NPC, on peut avoir différents types de mesures. Ça peut être des mesures déclaratives, donc avec des échelles de mesures type à quel point vous trouvez que ce personnage est compétent, de 0 à 100, mettez-lui un score. Ça peut être des mesures, on va dire, non déclaratives, donc plutôt liées à la réaction physiologique. Ça peut être le rythme cardiaque. Est-ce que les interactions répétées avec les NPC influencent la fréquence cardiaque du joueur, mais on peut avoir aussi sinon d'autres mesures qui sont beaucoup plus proches du système nerveux, comme l'analyse de la sudation, ce genre d'éléments en fait automatiques. Et puis surtout, en fait, on peut avoir des approches encore plus directes avec l'analyse du comportement dans le jeu, par exemple, où se situe le joueur par rapport au NPC, est-ce que le joueur se rapproche du NPC ou pas, combien de fois le joueur va interagir avec le NPC dans sa session de jeu, ce genre de choses. Ok, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, ça a généré une question dans le chat de la part de Celpix qui aimerait savoir en fait, est-ce que ces NPC sont vraiment de l'intelligence artificielle, et est-ce que tu pourrais citer un jeu où il y a vraiment une intelligence artificielle derrière du coup le bot? Parce que les réactions, comme tu le dis, elles sont basées sur des stéréotypes, donc elles sont préparées en amont souvent pour la plupart des jeux. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence artificielle, et est-ce que tu as peut-être une définition à nous apporter pour nous guider et nous aider justement à mieux comprendre ce que c'est que l'IA finalement? Ouais. Bah, en fait, on parle d'intelligence artificielle pour beaucoup de choses Ouais. aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, il y a un biais de langage qui fait qu'on associe l'intelligence artificielle avec les dernières avancées technologiques, surtout en fait. Mais l'intelligence artificielle, elle est là dans le jeu vidéo depuis très très tôt. Enfin, très tôt dans le sens dès les années 2000, on avait déjà en fait de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on appelait intelligence artificielle à cette époque-là, c'était surtout des algorithmes de prise de décision, c'est-à-dire que on va avoir des états finis par les NPC, donc des, des, des situations prédéfinies par les game designers qui vont en fait, lorsqu'elles sont perçues par l'algorithme, déclencher tel ou tel comportement. Donc ça, lorsque ça a été implémenté dans les années 2000, ça a fait un carton parce que ça a permis d'avoir des interactions plus fluides, mais aussi perçues comme étant plus intéressantes. Par exemple, dans le cas du jeu Fear, en 2005, si je ne me dis pas de bêtises, je peux dire une bêtise, ça se trouve, c'est pas 2005, mais dans ces eaux-là. C'est à peu près, oui, c'est dans ces Euh, eaux-là. ouais. Bah, ce jeu-là avait bien marqué l'industrie parce ils implémentaient justement une meilleure prise de décision dans les comportements et ça permettait d'avoir une interaction qui était bluffante pour l'époque. Et donc aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une situation similaire où on veut en fait appliquer ce qu'on voit dans d'autres formes d'interaction avec l'IA, comme par exemple ChatGPT, mettre dans les interactions avec les NPC. Euh, donc pour revenir aux NPC à proprement parler, aujourd'hui, les NPC, c'est des comportements qui sont prédéfinis, un ensemble de comportements qui sont prédéfinis.
et qui vont être activés selon des situations qui sont prédéfinies aussi. Mais l'idée, c'est qu'on est dans un écosystème qui est aussi fini, qui est un jeu. Et par conséquent, on a besoin en fait de pouvoir aussi maîtriser les limites de son jeu. Et donc, c'est intéressant à ce niveau-là aussi d'avoir cette limite. Complètement. Et d'ailleurs, il y a une question qui suit de la part de Kaito, à laquelle je répondrai après te l'avoir cité, puis tu pourras rebondir sur ce que je dis, mais qui explique Mhm. qu'aujourd'hui, il a cru voir que certains éditeurs essaient de transformer c'est justement ces NPC en robots, en fait, en intelligence artificielle, se prenant pour des humains avec des émotions, un passé, etc. Et c'est notamment le cas, hein, c'est la conférence de Nvidia, vous l'avez peut-être vu, la technologie Nvidia Ace, qui est sortie du coup en début d'année et qui a créé un tremblement, hein, dans l'industrie du jeu vidéo, puisqu'ils ont annoncé la capacité, grâce à l'IA générative, en fait, d'insuffler à des NPC en fait une histoire, un passé, des émotions, et du coup tout ça en fait va venir du coup permettre aux NPC d'avoir des réactions peut-être quasiment uniques en fonction du joueur et des interactions que le joueur a Ouais. pu avoir. Mais là en fait encore une fois on fait partie, donc comme l'a très bien expliqué Rémi, en fait l'IA c'est un terme qui est assez vaste, ça recoupe énormément de technologies. Là on parlerait de l'IA générative et en fait c'est un peu le même principe que ce que vous connaissez avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on va feeder, on va nourrir un NPC, donc une IA générative avec des données, un passé, comme vous avez pu le dire, des émotions, c'est quelqu'un de plutôt colérique, d'agressif, etc. Et ensuite, en fonction de la réaction du joueur face à lui, en fonction de ce que le joueur aura pu faire ou pourra lui poser comme question, il aura une réaction qui reposera du coup sur sa propre réflexion des données qu'il a pu avoir auparavant. Ce qui veut dire tout simplement que voilà, si on donne, je vais dire quelque chose d'assez simple en fait, hein, même si on dit à un NPC tu es colérique, ton passé est tumultueux, tu vas être agressif, et bah le joueur, si jamais il a une attitude agressive quand il s'adresse au NPC, générera probablement une réaction de confrontation beaucoup plus forte, qui sera une réaction qui sera uniquement liée à la fois au passif et au passé du NPC, qui sera créé grâce à l'IA générative, mais également à l'interaction qu'il a pu avoir avec le joueur. Et ça, en fait, c'est une technologie aujourd'hui qui est en cours de développement, qui est l'un des domaines concrets d'application, et justement sur lequel Nvidia s'est intéressé. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo aujourd'hui, très gros éditeurs, qui se servent en fait de cette IA générative pour aussi bien créer des NPC intelligents, modérer des contenus. C'est le cas de Riot Games actuellement, qui modère en live dans son jeu League of Legends des contenus, et autres en fait utilisations. On pourrait en parler pendant des heures. C'est bien ça, Rémi, du coup, ça répond à la Ouais, question. j'ajouterais en fait que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la crédibilité avec les deux courants qui ne s'opposent pas, mais qui sont plutôt deux approches différentes de la crédibilité, qui est soit on simule l'humain, soit en fait on prend en compte le fait qu'on est dans un jeu vidéo et qu'on a besoin d'avoir un contexte qui soit applicable et surtout en fait euh, que les joueurs puissent l'apprendre. C'est un peu le principe de la méta dans un jeu. Des fois, dans un jeu, on a besoin en fait d'avoir des limites pour que les joueurs puissent se les approprier et puissent en fait jouer avec ça et puissent profiter de l'interaction. Parce que ce que ça peut induire aussi, ce breakthrough dans la technologie et la possibilité d'interaction infinie, entre guillemets, là, dans le cadre de l'interaction verbale avec les NPC, c'est à quel point en fait ça peut devenir une expérience de jeu parce que en fait l'interaction avec des agents virtuels sous la base de ChatGPT ça existe déjà. Ça existe dans différents domaines d'application en santé par exemple, et la question c'est de quelle mesure ça devient fun, dans quelle mesure Exactement. temps, parce qu'en fait c'est toujours le même souci, c'est comment on rationalise en fait la technologie par rapport dans l'industrie dans laquelle on se situe. Puis aussi, il faut pas oublier, les NPC souvent servent comme des points de repère, hein. Comme tu l'as dit, ce sont des situations qui sont prédéfinies, donc les joueurs s'en servent pour avancer dans l'histoire d'un jeu. Si demain je rencontre un NPC qui, parce qu'il est colérique, décide tout simplement de ne pas me répondre, parce que du coup, bah, il a été feedé grâce à une IA générative, du coup, sur des données qui font de lui une personne agressive, bah, je ne peux plus avancer dans l'histoire. Et c'est pas non plus l'objectif des éditeurs. Donc il y a beaucoup de limites, mais en effet, en tout cas, pour répondre à ta question, Kaito, voilà un peu l'idée de Nvidia, et avec cette présentation que vous pouvez aller voir, qui est beaucoup plus claire que moi d'ailleurs et qui est extrêmement intéressante. Mais du coup, pour revenir donc du coup sur ce que tu expliquais, Rémi, un peu plus tôt par rapport à ta thèse, tu parles beaucoup donc du concept d'intelligence et du concept de crédibilité. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples concrets de comment est-ce que ça peut être utile à des équipes de production de jeux, et est-ce que toi-même tu as peut-être envisagé des façons de concevoir des NPC plus ou moins intelligents en fonction des situations de jeu dans lesquelles on les met, ou voilà, revenir en fait sur ces sujets qui sont absolument fascinants. Je voudrais que tu reformules ta question.
OK, pas de souci. que ce soit plus, ouais. Oh, est-ce que tu peux revenir sur les concepts d'intelligence et de crédibilité et nous donner des cas concrets applicables, que ce soit à un jeu, ou à un développement de jeu justement? Comment est-ce qu'on peut se saisir de ces concepts pour les appliquer à une production, par exemple? Bah, en fait, c'est des questions qui touchent au game design, Mmh. aux intentions qu'on veut apporter. Elles sont forcément aussi interdépendantes avec la technologie, c'est-à-dire, comme le disait Keito, si je me trompe pas. Euh, Oui, c'est En ça. fait, l'opportunité qui apparaît avec la Gen AI et toute l'IA en fait dans la création de NPC, c'est que ça apporte en fait une approche nouvelle pour la conception et ça relance en fait le débat vis-à-vis de l'intelligence et de la crédibilité, c'est-à-dire que est-ce que un NPC qui est capable de réagir de manière euh, adaptée au comportement du joueur, est-ce que c'est intelligent? Ça repose une question en fait philosophique. Dans mon cas, moi, c'est plutôt une approche qui se base sur l'actuel, donc sur le concret du jeu vidéo, c'est-à-dire des comportements qui sont finis et surtout en fait dans une approche de game design, c'est-à-dire tu prenais l'exemple surtout de l'interaction verbale, mais imaginons qu'on est dans un contexte de jeu type n'importe quel Soul en fait. C'est important d'avoir de la méta. En fait, c'est Mmh. important d'apprendre les patterns, ce qu'on appelle les patterns des ennemis. Si par exemple les comportements des ennemis sont adaptés à celui du joueur, il n'y a plus de pattern et donc il n'y aura pas forcément d'expérience intéressante. Et donc si on se pose des questions d'intelligence et de crédibilité, peut-être qu'ils gagnent en intelligence et en crédibilité parce qu'ils seront beaucoup plus réalistes, on va dire. Mais encore une fois, en termes de gameplay, est-ce qu'on aura le même plaisir à faire un Soul de cette manière qu'un ancien Soul? Peut-être pas. Et c'est vraiment extrêmement parce que c'était l'une des questions que je voulais justement aborder avec toi, c'est qu'en fait, ce sont des concepts qui sont faits pour être dépassés, j'imagine, parce que parfois, on peut vouloir, par exemple, qu'un NPC ne soit pas du tout crédible par rapport au joueur ou ne soit pas du tout intelligent. J'imagine que ça arrive. Et est-ce que c'est des sujets justement que tu as abordés dans ta thèse notamment et qui font justement aussi peut-être la richesse de ton travail? Ouais, bah, dans le cadre de ma thèse, en fait, je me suis posé des questions sur la question de l'importance de la prévisibilité. À quel Mhm. point, en fait, on a besoin de pouvoir anticiper une interaction. Parce qu'en fait, comme je disais, dans un jeu vidéo, on a tendance à toujours anticiper n'importe quelle interaction avec un NPC parce qu'on sait que leurs comportements sont prédéterminés. Et donc, ma question, c'était comment ça se passe lorsque tout est imprévisible, parce que c'est le but, en fait, au final, d'une IA qui serait adaptée au comportement du joueur, c'est qu'on ne puisse pas anticiper ce qu'il va se passer lors de l'interaction. Qu'est-ce qui se passe en termes de crédibilité et d'intelligence? Donc pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des prototypes de jeux où justement j'ai manipulé certains paramètres pour soit permettre aux joueurs de percevoir une consistance dans le game design, de sorte à ce qu'ils se forment des attentes au fur et à mesure, ou sinon, soit complètement en fait mettre du random afin que les joueurs ne puissent pas avoir d'attentes précises. Et je me suis penché sur la question de comment ils perçoivent ensuite l'intelligence des NPC rencontrés et leur crédibilité. Et ce que j'ai observé qui était assez étonnant, c'était que vraiment, les joueurs ont tendance à préférer ce qui est anticipable, ce qui va être du coup actuellement, du coup, qui est vraiment Mm. actuellement le cœur de gameplay, ce qui permet en fait l'anticipation. C'est là où on va avoir tendance à avoir des évaluations positives vis-à-vis de l'intelligence et de la crédibilité. Et en fait, c'est très simple, c'est que quand on quand on casse l'anticipation des joueurs, on génère une sorte de frustration parce que le joueur va devoir se réadapter et c'est pas la même expérience de jeu. C'est-à-dire que si on crée du random, ok, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, tu crées un gameplay qui est basé sur du stress et de la réactivité à l'agression, on va dire, dans un Mm. contexte de jeu de tir, par exemple. Mais par contre, en termes d'intelligence et de crédibilité, on n'a pas la même perception. Et donc là, par contre, si on remet dans un contexte de narration, bah, on va pas avoir une narration aussi intéressante si on n'a pas un gameplay qui est prévisible.
Bah, justement, c'est extrêmement intéressant que tu abordes cette question-là parce que ça me rappelle aussi, en fait, c'était une question qui avait été abordée lors d'une conférence GDC par les créateurs de Rocket League, en fait, qui justement parlaient de leur avantage par rapport à d'autres jeux de simulation de sport. Rocket League, c'est un jeu de foot auquel on joue avec une voiture. Et en fait, Mm. l'avantage d'une voiture, c'est qu'on peut s'éloigner du réalisme de la physique du corps humain et du réalisme de la physique tout court pour, en fait, du coup, avoir une physique qui est beaucoup plus facile à prévoir, en fait. Et c'est ce qui fait, en fait, que le jeu a beaucoup plu. C'est que vous vous Mm. doutez bien que si demain vous prenez une voiture et que vous foncez dans une balle comme celle de Rocket League, la balle ne va faire les mêmes mouvements. En fait, elle va faire des mouvements assez différents que ce que vous pouvez voir dans le jeu. Parce que les développeurs le disent, ils ont préféré laisser le réalisme de côté et s'intéresser justement au côté prédictif de l'action que le joueur va pouvoir faire. En gros, je sais que si je D'accord. tape la balle d'une certaine façon, eh ben, elle va pouvoir aller dans ce sens-là et ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Et donc le jeu a beaucoup plu, notamment, évidemment, c'est pas la seule raison, mais grâce à ce côté prédictable, je sais pas le mot en français, Ouais, ouais, prévisible. prévisible, Mais exactement, merci. ouais, non, Pardon. visible aussi, t'inquiète. Mais Euh, ouais, en fait, c'est ça, c'est que ben, en fait, c'est des questions qui sont fascinantes parce que ça remet en fait en parallèle comment on définit un jeu. Et bah, généralement, un jeu de base, c'est une interaction avec des règles, avec lesquelles on va du coup pouvoir en fait s'approprier ces règles pour essayer souvent d'affronter et de prendre le pas sur l'autre. Et dans le cadre d'une interaction avec un NPC, c'est un peu pareil, dans le sens où on, a, on apprécie en fait pouvoir apprendre à travers les interactions, pouvoir anticiper que par exemple, tel pattern va générer telle conséquence sur l'interaction et pouvoir du coup l'anticiper. En fait, c'est une sorte de reward de pouvoir l'anticiper. Et donc, est-ce que tu penses que c'est l'une des raisons qui explique les succès des jeux comme Elden Ring ou les Dark Souls par exemple, c'est ce côté extrêmement, à la fois extrêmement compliqué au départ à comprendre, mais qui devient de plus en plus facile à prévoir. Plus on joue au jeu et plus on va comprendre comment fonctionne la NPC. Et donc, est-ce que c'est pas ce qui rendrait justement ce genre de jeu à la fois très complexe, très satisfaisant pour les joueurs? Si, totalement. Je pense, enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. Et étant moi-même euh, plutôt fan de la série Soul et d'Elden Ring, Hmm. je trouve qu'il y a un reward qui est d'autant plus fort lorsque au début, découvres les patterns d'un ennemi, et puis ensuite, tu apprends à justement pouvoir les anticiper pour pouvoir ensuite prendre le pas, comme je disais, et l'affronter facilement. Ouais, et donc du coup, ça rejoint en fait les conclusions de ta thèse. Justement, je voulais en Mm. venir, je voulais savoir un petit peu, mais arrête-moi hein, si jamais c'est une question qui n'est pas pertinente, mais comprendre en fait aujourd'hui comment est-ce que ta thèse pourrait être actualisable dans le domaine de la production des jeux. Est-ce que c'est de dire, voilà, il faut prendre un parti, le parti soit de vouloir se rapprocher d'un réalisme absolu avec du coup les nouvelles Mm. technologies ou celui d'être prédictif, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de concevoir du coup les sujets que tu viens de nous partager? Bah, en fait, ça rejoint quelles sont les intentions design d'un jeu. Parce qu'au final, c'est ce dont on discute depuis tout à l'heure. C'est est-ce qu'on veut faire de la simulation ou est-ce qu'on veut faire une expérience artistique? Et à ce niveau-là, c'est ça qu'on peut en fait apprendre de ma thèse, c'est-à-dire que dans le cadre de la crédibilité et de l'intelligence, c'est important d'avoir en tête, en fait, de prendre en considération le point de vue des joueurs, puisque c'est eux, au final, qui vont, en fait, se servir du médium. Et donc, si on prend pas assez en compte leur point de vue, on va avoir tendance à avoir peut-être des surprises, au final, quand les joueurs ont la manette en main. Et pour moi, c'est le meilleur moyen, en fait, de maximiser l'expérience de jeu que de prendre en compte, dans le cas des interactions avec les NPC, ces dimensions-là aussi en tête. Donc de les avoir en tête en tout cas. Ok, et donc c'est extrêmement intéressant parce que tout ça, en fait, tu l'as fait en parallèle du coup de ton emploi, donc qui consistait aussi en cette thèse chez Ubisoft. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur les parallèles que tu as pu faire et sur ce que toi-même tu as pu en tirer justement pour la réalisation de ce travail doctoral? C'est-à-dire Eh bien, tout simplement, pendant ces 3 années, comment les deux se sont nourris. comment? Comment les deux se sont nourris, c'est ça? Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ok. Bah, en fait, je trouve que l'aspect qui est très bénéfique d'une thèse cifre, c'est d'être à la frontière de deux mondes qui Mm. sont pas forcément opposés, mais qui ne vont pas dans le même sens, qui n'ont pas les mêmes temporalités. C'est-à-dire que la science académique, généralement, c'est très long, alors que dans l'industrie, il faut des résultats très rapidement. Et puis surtout, on ne parle pas de la même manière. Mm. Et je trouve que avoir fait une thèse dans l'industrie, c'est très enrichissant
parce que ça force à adapter son discours, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à vulgariser ce qu'on raconte, on n'arrivera pas à convaincre en fait les auditeurs et on n'arrivera pas à pouvoir appliquer en fait nos connaissances. Et c'est quand même le but premier, selon moi, de la thèse, c'est de générer des connaissances qui sont ensuite réutilisées par ceux qui en ont le plus besoin au quotidien. C'est très très vrai ce que tu dis, et je suis pas seul à le dire, il y a plusieurs personnes qui le mentionnent dans le chat, mais du coup, faut être réutiliser, mais aussi réactualiser peut-être, parce que justement, on en parlait aujourd'hui avec les nouvelles technologies. J'imagine que toi aussi, tu as dû penser déjà à des pistes en fait d'exploration nouvelles pour ton sujet de thèse, et du coup, la confrontation des sujets que tu viens de nous parler avec les nouvelles technologies, mais aussi la façon dont l'industrie se développe. Tout à fait. Bah, dans le cadre de ma thèse, il y a les interactions verbales Mhm. qui sont donc naturelles. Et c'est en fait comment on doit justement concevoir euh, les algorithmes et donc l'intelligence artificielle qui permet une discussion naturelle, de prendre en compte le facteur humain qui est en fait très important parce que on peut en fait très vite tomber dans un effet boîte noire avec ce type de modèle qui fait qu'on ne peut pas contrôler la manière dont ils vont interagir avec les joueurs et le fait de pouvoir en fait s'assurer que le reste du jeu correspond à ce qu'un joueur s'attend, c'est-à-dire en fait choisir tout simplement si on est dans un jeu et que on a la possibilité de parler de manière naturelle ou de pouvoir poser toutes les questions qu'on souhaite à tous les NPC, c'est peut-être pas très intéressant. Mm. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tous les NPC vont peut-être se ressembler. Parce que s'ils n'ont pas de particularité, ça se trouve, tu vas parler C'est avec vrai. le personnage A, puis après tu vas parler avec le personnage B, puis tu vas pas savoir distinguer le personnage A du personnage B parce que ça sera un modèle qui générera du texte qui pourra peut-être se ressembler. Donc c'est des questions qui touchent en fait au design et du comment on applique les nouvelles technologies dans un game design en fait. Comment on appliquerait ça dans une production. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et alors, est-ce que il y a un sujet que tu aimerais parler en particulier par rapport à ta thèse que j'aurais pu oublier ou ne pas aborder et qui toi te semble important? Sans pression évidemment, hein, mais parce que c'est une thèse qui m'a l'air extrêmement complète et c'est vrai que tu l'expliques tellement bien que ça paraît simple, je pense à tout le monde. Moi, ça me paraît extrêmement simple, donc c'est très bon signe. Mais est-ce que tu as un sujet particulier que tu aimerais aborder justement ce soir? Hum, Non, bah je dirais que ma thèse, elle est arrivée jusqu'ici grâce à un effort qui n'est pas que du mien. Hmm. C'était un travail qui regroupe différents profils au sein d'Ubisoft qui m'a permis d'en arriver là, que ce soit l'user research, mais aussi la data science, la data analytics. Et pour moi, c'est super intéressant parce qu'en fait, la thèse, elle se retrouve à faire une sorte de proof of concept de qu'est-ce qui serait idéal dans l'industrie aujourd'hui quand on mène pardon, de la recherche utilisateur. Comment on arrive en fait à combiner à la fois du prototype, mais aussi de la